Merci beaucoup encore une fois à tous les trois d'être présents en ligne. Merci à vous qui nous regardez en direct ici et en différé plus tard. Donc, c'est le deuxième épisode du webinaire La recherche en tête, donc organisé par la filière Tête Coup. C'est une formule donc nouvelle, puisque ce n'est que le deuxième épisode. 1 heure le midi avec trois chercheurs, cliniciens chercheurs, sur une thématique particulière et qui viennent partager leur expérience, leur thématique de recherche. Alors en 1 heure, on peut pas aller dans la profondeur des choses, mais quand même, en fait, hein, c'est l'occasion de présenter, de parler de beaucoup de choses, d'échanger des expériences et de faire connaître. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de présenter son travail, mais également de le faire connaître aux autres afin de créer des liens. Et l'expérience nous a prouvé lors des journées recherche de la filière et bien sûr précédemment, c'est que c'est en fait en présentant son travail qu'on voilà, serre des mains après les présentations et qu'on fait des liens et on récupère des idées, qu'on partage ces idées, ces résultats, ces échanges, etc. Donc merci encore aux nos trois intervenants du jour, Luciné et Raquelian. Donc, vous allez vous présenter après, seconde et juste après, Hervé Kempf et Briac Thierry pour nous parler donc de la trachée, tous inspirés par la recherche sur la trachée. Il y a un petit jeu de mots. La recherche actuelle, passée, future et les perspectives sur tout ce qui est trachée artère. Est-ce que vous vous présenterez? Donc, on a 1 heure, des petites questions, on avance. Des questions aussi possibles dans le public, par écrit, hein, qu'on relaiera, c'est plus simple, et qu'on regroupera si besoin. Qui commence par se présenter? Au ciné, peut-être? Je me lance. Merci. Bonjour à toutes et tous. Merci de participer à cette session. Donc, je me présente, je suis Lucina Rakelian, ingénieure de recherche hospitalière à l'unité de thérapie cellulaire de l'hôpital Saint-Louis. Et également, on est affilié à une équipe INSERM U976 qui va changer. On va changer d'unité parce que suite à l'évaluation de HCRS. Donc, ça fait 10 ans que je travaille au laboratoire. J'ai une thèse de science, je suis scientifique, donc chercheuse, et je travaille avec Briac Thierry depuis 2017 maintenant. Et avant, j'ai travaillé sur d'autres projets d'ingénierie tissulaire et cellulaire dans l'équipe du professeur Jérôme Larguero, notamment sur la décellularisation de l'œsophage et thérapie cellulaire cardiaque, hépatique. Donc j'ai une expérience dans ce domaine. Et maintenant, je suis très heureuse de travailler sur la trachée et reconstruction trachéale. Et on a une petite équipe avec Briac, des étudiants qui arrivent régulièrement. Voilà. Très bien. Merci. Je crois qu'on reparlera effectivement du détail des travaux un petit peu après. Euh, Briac, Je, ensuite, justement. je Unité me d'écoute, permets d'enchaîner. bien sûr. Briac Thierry, je suis ORL pédiatrique à l'hôpital universitaire Necker Enfants Malades et je suis responsable de l'unité fonctionnelle de chirurgie des voies aériennes. Et j'ai un poste un peu particulier à l'hôpital puisque j'ai un poste hospitalier de maladies rares, donc qui dépend directement du CRMR, du centre de référence de maladies rares MALO, malformation ORL rare. Désolé pour tous ces acronymes, hein. Mais voilà, ça fait partie du truc. Et donc, on dépend de la filière tête-cou, qui regroupe plusieurs centres de maladies rares. Et j'ai fait ma thèse de sciences récemment, que j'ai soutenue il y a un an, sur le remplacement trachéal circonférentiel au sein, donc par ingénierie tissulaire et donc au sein du labo de recherche de biotechnologie des cellules souches dans lequel travaille Louciné et avec Louciné. Voilà, donc c'était une thématique qui était inspirée par mon activité clinique et donc c'est une thèse de science que j'ai faite un peu sur le tard après 5 ans de clinique à temps plein. Voilà, donc mais je pense qu'on en reparlera un peu plus tard sur l'inspiration clinique. Oui, bien Voilà, sûr, c'est sur la merci. relation évidente avec Ouais. la clinique. Merci. Hervé, Hervé Kempf. Oui, vous m'entendez bien? Très bien. Ok. Oui, donc Hervé Kempf, je suis chercheur INSERM au laboratoire d'ingénierie moléculaire, cellulaire et pathologie à Nancy. Euh, je suis d'origine, enfin, ma formation initiale en fait est de la biologie du développement, puisque pendant ma thèse, je me suis intéressé au rôle des peptides vasoactifs tels que l'angiotensine ou l'endothéline dans le développement embryonnaire. Puis ensuite, j'ai effectué un postdoc aux États-Unis pendant 6 ans pour comprendre un peu les mécanismes moléculaires et cellulaires qui étaient à l'origine des cellules cardiaques, mais aussi principalement du cartilage, des os longs en particulier. Et puis ensuite, je suis revenu à Paris et j'ai été recruté chargé de recherche INSERM
au Collège de France où j'ai développé un projet sur les calcifications ectopiques en général, donc les calcifications dans les tissus mous. Et puis j'ai rejoint l'équipe, enfin le laboratoire à Nancy où je suis actuellement responsable d'une équipe qui s'intéresse à la physiopathologie et la thérapeutique du cartilage, des cartilages en général. Voilà, et c'est par ce biais que je suis récemment tombé euh, à m'intéresser à la trachée. Voilà, et on reviendra là-dessus, j'imagine, un peu plus tard. Oui, bah, c'est la thématique du jour. Et bien justement, la trachée, alors là, je pense que la plupart des gens qui nous écoutent savent ce que c'est, mais pour ceux qui écouteraient vraiment par curiosité, qu'est-ce que c'est? Une petite description clinique et physiologique, peut-être Briac. Description clinique simple, Oui. la trachée, c'est cet organe qui conduit l'air du larynx en haut vers les bronches en bas, qui est un organe mixte. Il y a plein de tissus différents à l'intérieur d'une trachée. Il y a du muscle, il y a des cartilages, il y a du tissu conjonctif. Les cartilages sont des arcs cartilagineux qui sont superposés les uns au-dessus des autres et reliés par du tissu conjonctif. Et à l'intérieur, c'est tapissé d'un épithélium, alors c'est pareil, qui est tapissé d'un épithélium avec des cellules respiratoires. Et les cellules respiratoires ont des cils qui permettent euh, de faciliter l'extraction du mucus et qui vont faciliter la toux. Euh, alors si on est un peu, si on parle juste un peu de longueur, alors on va parler de pédiatrie parce que c'est vraiment le truc que je connais chez l'adulte, c'est deux, trois bases, mais en tout cas, la trachée du nouveau-né, elle fait 5 centimètres de long pour 5 millimètres de diamètre interne. La trachée de l'adulte, elle fait à peu près 14 millimètres de diamètre interne pour 12 à 13 centimètres de long. Voilà, ça, c'est pour un peu les distances. Et il y a des choses qui sont hyper importantes dans la réflexion sur la trachée, c'est le fait que le calibre de la trachée va rester stable au cours du temps et quelle que soit la position que vous lui donnez. Donc vous pouvez continuer à respirer avec une trachée qui reste à calibre constant si vous mettez la tête en flexion, si vous mettez la tête en extension, si vous tournez la tête. Et globalement, même si vous toussez un peu fort, et ben, la trachée, elle ne doit pas se collaber complètement. Et si vous prenez une grande inspiration, la trachée ne doit pas se collaber complètement. Il y a deux régimes de pression différents dans le cou et dans le thorax. Bon. Euh, donc ça, c'est important. Et puis le deuxième truc qui est important pour le remplacement de la trachée, et qui a été hyper important dans la réflexion sur le remplacement, c'est qu'il n'y a pas de vascularisation par un gros vaisseau. Il n'y a pas une grosse artère trachéale, il n'y a pas une grosse veine trachéale qui permettrait de faire une greffe comme on fait une greffe de cœur, comme on fait une greffe de poumon, comme on fait une greffe de rein, comme on fait une greffe de foie, etc. La vascularisation de la trachée, c'est une vascularisation qui est terminale avec plein de petits capillaires. Et donc, ça ne permet pas de réfléchir à une greffe trachéale, sauf dans quelques cas, mais je pense que ce n'est pas le sujet. Donc on pourrait imaginer des techniques, ça a déjà été fait, mais ce n'était pas notre axe de recherche majeur. On en parlera. Voilà, donc la trachée, c'est ce qui permet de conduire l'air dans un sens et dans l'autre, à partir des voies aériennes très supérieures, la bouche et le nez, jusqu'au poumon, et qui a des compétences biomécaniques qui permettent que l'air passe en permanence. Ok. Donc, impair, médian, pas de vascularisation terminale, enfin Oui, pas de pédicule évident. Et alors oui, évidemment, je comprends bien que chaque spécialiste d'organe a tendance à dire que son organe est très complexe et plus beau qu'on pourrait l'imaginer. Mais évidemment, comme tu viens de le dire, c'est pas un simple tuyau. Et il y a effectivement notamment bien des sûr que non. propriétés mécaniques, non, mais qui sont fondamentales en fait à respecter et à suivre. Et ça Euh, fait partie de toutes les ouais. problématiques du remplacement de la trachée, donc que nous avons eu et que d'autres ont eu avant et que d'autres ont eu avant nous. Et je vais peut-être pour l'instant te laisser la parole, Briac. Alors, je vais faire un petit panel des principales pathologies, ou en tout cas des grands groupes de pathologies trachéales. Dans le cadre de la pédiatrie, quels sont là où les problèmes principaux qu'on peut être amené à rencontrer en clinique et pourquoi la recherche après, on y reviendra. Bah alors, si on s'intéresse spécifiquement si je peux me permettre de tordre la question et de répondre à une autre question, c'est dans quel cas est-ce qu'on pourrait envisager un remplacement de la trachée? Euh, Bah, le tout premier, et en tout cas ce qu'on voit quand on fait la revue de la littérature adulte-enfant, c'est les cancers en premier lieu. C'est les cancers primitifs de la trachée, mais sauf que nous, en pédiatrie,
et que je m'intéresse évidemment avec un prisme pédiatrique majeur, les cancers sont une rareté par rapport au reste. Donc ça va être les autres pathologies, et globalement, ça va être les autres pathologies congénitales qui sont problématiques pour nous. Et donc en premier, par ordre de fréquence, alors c'est un ordre de fréquence, vous allez voir, assez décroissant, mais les pathologies de base sont quand même déjà assez peu fréquentes. Mais si on s'intéresse par exemple à la sténose congénitale de trachée, ce qui correspond à peu près à une naissance sur 100 000 en France, donc comme on est à peu près à 700 000 naissances par an, ça fait 7 cas par an. C'est pas énorme, mais ça nécessite, enfin ça mérite en tout cas qu'on y réfléchisse et qu'on. Alors ces patients-là, on les traite. Il y a une chirurgie de référence qui s'appelle la trachéoplastie de glissement pour les sténoses congénitales de la trachée. Donc c'est le rétrécissement du calibre de la trachée à la naissance. Ils Je me naissent permets de avec t'interrompre. des. Juste une seconde, oui, pour rappeler, 7 cas pour 100 000, quand le Ouais. seuil retenu pour les maladies rares, c'est 1 sur 2000. Donc on est vraiment dans des pathologies très rares. C'est juste pour illustrer Ah ça. bah, Merci, clairement. désolé. Bien sûr. On est dans les pathologies très très rares. Euh, et donc, c'est un rétrécissement de calibre de la trachée avec une malformation des anneaux cartilagineux, des arcs cartilagineux, qui sont des anneaux pour le coup, qui sont circonférentiels. Et donc, on peut les opérer. Et donc, on peut faire ce qu'on appelle une trachéoplastie de glissement. Et donc, on va réduire la longueur de la trachée pour augmenter le diamètre. Euh, et dans la plupart des cas, ça se passe bien. Et dans certains cas, ça se passe pas bien. Et donc, on est obligé de retourner faire des endoscopies, de faire des dilatations, etc. Et puis dans certains cas, on se retrouve dans des impasses thérapeutiques où en fait il n'y a plus rien on n'a plus de traitement, on n'a plus de stratégie thérapeutique. Et ce sont des patients qui passent en soins palliatifs et qui meurent de la sténose de la trachée et qui meurent d'étouffement. Et donc c'est des situations qui sont extrêmement complexes à gérer. Voilà. Et donc ça, c'est un exemple de nécessité de remplacement trachéal. Et pour les patients qui ont eu une sténose congénitale de trachée, qui ont été opérés d'une trachéoplastie de glissement et qui sont en échec de traitement endoscopique dans les suites, eh bien, on aimerait proposer à ces patients-là un remplacement trachéal. Et pour l'instant, alors on a un peu abordé le sujet, mais pour l'instant, on n'a pas vraiment de technique, en tout cas, qui fasse le consensus ni chez l'adulte ni chez l'enfant. Alors, c'est la première pathologie, c'est la sténose congénitale de trachée. Donc il y en a d'autres, hein. Il y a le alors donc c'est pareil, c'est des maladies congénitales. Donc il y a des maladies de développement de la trachée de l'œsophage qui se séparent mal et donc et dans certains cas qui ne forment plus qu'un seul tube. Et donc c'est le diastème laryngotrachéal. Alors notamment le plus élevé, c'est le grade 4 où en fait la trachée communique entièrement avec l'œsophage. On peut les traiter par voie chirurgicale. Ce sont des patients qui ont, même quand on les traite, qui conservent des pathologies trachéales très très importantes avec des trachéomalacies. La trachéomalacie, c'est l'extrême mollesse de la trachée. Donc juste avant, je vous ai dit que le calibre de la trachée doit rester stable en fonction de la respiration, en fonction des mouvements, etc. Et pour ces patients-là, c'est pas vrai. Ils ont une mollesse de la trachée qui fait que à l'inspiration, à l'expiration, à la toux, la trachée se ferme complètement et ils ont des épisodes de malaise, des épisodes de difficultés respiratoires aiguës qui sont très difficilement compatibles avec la vie de tous les jours. C'est des patients qui sont ventilés au long cours, enfin, qui ont une prise en charge hospitalière qui est extrêmement lourde. Et ces patients-là, quand ils ont une trachéomalacie extrêmement sévère, eh ben, on pourrait imaginer de remplacer la trachée. Alors c'est un peu sévère, hein, ce serait. Mais voilà, ça fait partie des patients. Il y a d'autres communications entre la trachée et l'œsophage qui sont extrêmement grandes en échec de traitement. Donc, par exemple, les fistules trachéo-œsophagiennes extrêmement larges en échec de traitement. On pourrait imaginer de fermer l'œsophage en arrière et de remplacer la trachée en avant. Il y a d'autres solutions, mais ça fait partie de la réflexion. Et puis, évidemment, alors il y en a une autre en dernier recours, c'est l'agénésie trachéale. Et donc, c'est les patients qui naissent et qui respirent au démarrage par l'œsophage complètement parce qu'il n'y a pas de trachée en avant. Et donc, on pourrait imaginer de remplacer la trachée dans ces cas-là. Voilà, donc ça, c'est les types de pathologies. Et un point qui est important, c'est que on a et on bénéficie. Enfin, j'en profite pour enchaîner sur la structure de soins de maladies rares et sur la structure de soins de filières. On bénéficie en France d'une force de frappe inégalée, en tout cas, enfin, probablement dans les pays occidentaux, Europe, États-Unis. On est organisé
en centre de référence de maladies rares avec un réseau qui est étendu sur la totalité du territoire national, métropolitain ou non, d'ailleurs, ça c'est important, c'est-à-dire que les patients ils peuvent venir de très loin, avec des personnes ressources au niveau local qui vont connaître la pathologie et qui vont pouvoir soit la traiter, soit l'adresser vers un centre de référence pour avoir le traitement chirurgical adapté. Ça a été créé en 2008 en France, et et c'est tellement efficace et c'est tellement bien qu'on a été copié au niveau européen. Et donc, au niveau européen, ça s'appelle l'European Reference Network, et ça, je dirais une dizaine, même pas une dizaine d'années, 2017, 2016. Je suis désolé, j'ai plus la date en tête, mais en tout cas, Mhm. cette structure de référence pour les maladies rares, avec des possibilités de référer le patient vers le centre qui va pouvoir le traiter au mieux, c'est quelque chose qui a été donc, complètement inspiré du modèle français et calqué au modèle européen. Voilà. Et donc, j'ai la chance de faire partie du Centre national de référence de maladies rares et aussi du Centre de référence européen. C'est pour ça que je peux vous en parler un peu. Voilà. Et donc, on parle de pathologies qui sont extrêmement rares, puisqu'on a dit euh, un cas sur 100 000, donc c'est vraiment, voilà, c'est pas beaucoup. Mais comme on bénéficie de cette structure de soins et de ce réseau, eh ben, on peut imaginer de développer une recherche là-dessus et éventuellement d'être des référents cliniques parce qu'on peut drainer au niveau français, voire européen, pour des pathologies ultra spécifiques. Alors ça fait de moi un peu un spécialiste de niche, hein, mais de, de très très niche, mais ça permet aussi de développer une expertise pointue dans un domaine très particulier. Donc c'est le cas de nous tous ici, hein, très spécialistes de niche. Et effectivement, je compléterai même ce que tu as dit sur le fait que les réseaux européens de référence, qui sont moins développés que le réseau français, effectivement, est en train actuellement de développer un programme de copie, en gros, hein, du réseau français pour les réseaux, pour les différents pays membres, hein, donc de l'UE. Donc effectivement, on est tout à fait modèle pour ça. Et même s'il y a encore des choses perfectibles, c'est quelque chose qui marche très très bien. Merci de ce panorama. On y reviendra tout à l'heure dans la discussion plus générale. On a vu donc, tu as évoqué les pathologies tumorales, hein, les cancers, les pathologies malformatives, mais alors il y en a d'autres plus rares encore, ou en tout cas peut-être moins bien connues. Pardon. Hervé, par exemple, un syndrome particulier sur lequel tu as une expertise spécifique, Oui, bien sûr. Alors, on parlait de niche et on parlait de maladies très rares. Je ne sais pas comment je ultra peux niche, caractériser la mienne, bien sûr. sachant que donc on parle du syndrome de Quetel. Peut-être que c'est la première fois que vous entendez parler cette pathologie. C'est un syndrome qui a été découvert en 1971 par le professeur Quetel, d'où son nom, et pour laquelle on a retrouvé en tout cas dans la littérature que 45 cas pour l'instant. Ce qui fait qu'en fait, on estime sa pénétrance à 1 sur 1 million. Donc, on est encore plus large enfin, plus petit ou moins fréquent que 1 sur 100 000. Et bon, j'imagine que c'est une maladie qui est tellement peu connue que, évidemment, elle est mal, voire sous-diagnostiquée ou pas diagnostiquée évidemment par les médecins, d'autant que ce n'est pas une maladie qui est finalement très grave puisque les symptômes ou les symptômes cliniques sont de différents types. Premièrement, des malformations au niveau de la face qui ne sont pas très, très gênantes. Parfois peuvent demander des opérations de chirurgie esthétique, mais il n'y a pas, enfin, il y a pas de complications autres que celles-ci. Des calcifications vasculaires dans certains cas qui ont été retrouvées. Et puis, puisqu'on est aujourd'hui là pour la trachée, le symptôme ou le clinique le plus important, c'est une calcification massive des anneaux cartilagineux de la trachée, qui est quelque chose qui se retrouve chez les patients lors du vieillissement, de façon, j'allais dire, normale, du vieillissement normal, mais qui, chez ces patients que tels, se retrouve de façon, encore une fois, très massive chez l'enfant et qui est associé à des complications respiratoires telles que des toux, des dyspnées, par exemple, et également des infections respiratoires. Et donc, le fait qu'on ait trouvé ces problèmes respiratoires et cette calcification massive des anneaux
a fait penser qu'en fait, ces calcifications anormales précoces étaient responsables de ces complications respiratoires. Euh, et on en reparlera sûrement tout à l'heure avec les résultats que nous avons obtenus. Ce n'est pas forcément enfin, la vraie cause. Mais on en reparlera. Donc voilà, c'est vraiment une maladie qui touche la trachée de façon très spécifique, puisque c'est une calcification du cartilage et peut-être d'autres tissus. Voilà. Alors, effectivement, une pathologie encore plus rare. Maintenant, enfin, c'est pas, très clairement, comprendre les mécanismes sous-jacents qui conduisent cette pathologie, c'est aussi comprendre beaucoup, enfin, la physiologie normale et pathologique de la trachée, enfin, de l'organe, hein. Donc, il y a l'importance de comprendre tous les mécanismes sous-jacents. Ça a quand même des effets a priori sur la mécanique trachéale si effectivement les patients sont alors, un peu symptomatiques d'après ce que j'ai compris, mais quand même avec autant une toux, une dyspnée, avec donc un peu symptomatique quand même. Oui, bien sûr, bien sûr. Mm. C'est pas, enfin, je veux dire, en général, c'est traité par des bronchodilatateurs et ça peut passer. Après, il y a certains cas qui ont été encore une fois rapportés à la littérature où ça ne marchait pas et ça pouvait entraîner la mort du patient, évidemment, à terme. Euh, après, euh, comment dire, ce qui est important aussi, c'est de comprendre qu'il y a aussi des infections. Il n'y a pas que des problèmes biomécaniques, il y a aussi des infections, ce qui fait penser que, et ce qui nous a fait penser, et on reviendra là-dessus sur nos résultats, mais que ça pouvait aussi affecter d'autres tissus de la trachée que uniquement le cartilage. Et en ce qui concerne les, les problèmes biomécaniques, il y a aussi, j'ai oublié de le mentionner, chez ces patients, une sténose qui n'est pas importante, mais il y a une sténose de la trachée. Donc ça peut aussi entraîner, comme l'a dit Briac, des problèmes respiratoires. Ok. Donc, voilà, tout ce qui est la problématique de remplacement trachéal au sens large du terme, effectivement, elle concerne peut-être pas tous les patients, même peut-être une petite fraction, mais si effectivement, à terme, il peut y avoir un risque vital, une sténose, etc., bah, c'est quelque chose qu'on peut garder en tête, hein, tout à fait. Alors, et ben justement, cette recherche sur la trachée, son développement, ses pathologies, alors où est-ce qu'on en est? C'est une question un petit peu fourre-tout, mais état des lieux de la recherche, par exemple, bah, à Saint-Louis, justement, Louciné, enfin, quels sont vos actes de travail, vos perspectives, vos résultats actuels? Alors, avant de commencer le projet, on avait fait une étude bibliographique avec Briac pour voir où on était justement, qu'est-ce qui se passait dans le monde et notamment sur le remplacement trachéal circonférentiel. Donc, il y a plusieurs techniques hein, aujourd'hui. Donc, il y a la technique chirurgicale, Briac qui est bien évidemment mieux placé pour expliquer. Mais en termes d'utilisation de substituts, bon, malheureusement, enfin, en tout cas chez l'adulte, il y a des choses qui existent. Donc, par exemple, il y a l'aorte qui fonctionne chez l'adulte, mais c'est plus compliqué chez l'enfant parce qu'il faut mettre un stent à l'intérieur pour préserver les propriétés biomécaniques. En tout cas, enfin, tout ce qui est synthétique, les prothèses synthétiques, malheureusement, ça ne fonctionne pas aujourd'hui. Au niveau recherche, il y a des équipes qui travaillent sur des nouvelles techniques, impression 3D, mais on est vraiment très loin pour l'instant pour aller en clinique. Et ça ne fonctionne pas. À Saint-Louis, en tout cas, l'axe de recherche qu'on a choisi, c'était vraiment d'utiliser la décellularisation, la technique de la décellularisation trachéale. Tout d'abord parce qu'on avait encore de l'expérience sur la décellularisation œsophagienne et que ça permet vraiment de garder beaucoup de propriétés de la trachée. Donc, juste pour expliquer un peu ce qu'on fait, nous, on a choisi l'axe de décellularisation parce que la trachée est un organe qui n'a pas de vascularisation propre et donc on ne peut pas transplanter directement comme ça. Et de l'autre côté, il y a un problème de rejet de greffe avec tous les organes parce que la trachée a des compartiments très immunogènes, notamment avec l'épithélium et les cellules immunologiques résidentes. Donc, enfin, on a un problème de rejet de greffe. Et notamment en pédiatrie, c'est un problème parce que ça veut dire immunosuppression, déjà une chirurgie très lourde de transplantation et immunosuppression à vie. Donc, la décellularisation, c'est une technique qui permet d'éliminer les cellules et donc les cellules, les débris cellulaires et l'ADN, tout ce qui peut vraiment induire un rejet de greffe et une inflammation importante. Et à la fin, on garde l'échafaudage, donc ce qu'on appelle la matrice extracellulaire, parce que comme beaucoup d'organes, enfin comme tout, il y a deux compartiments dans chaque organe, il y a les cellules et il y a la matrice extracellulaire. Et ça a deux avantages parce qu'on préserve vraiment la composition biologique
biochimiques et également on préserve les propriétés biomécaniques de la trachée. Et donc la macrostructure et la microstructure. Et donc, avec Briac, on a développé un protocole de décellularisation trachéale à Saint-Louis et nous avons déposé un brevet européen avec la PHP. Et donc là, actuellement, on est en cours de validation in vivo. Et puis, l'objectif étant, bien évidemment, d'arriver en essai clinique à la fin. Ok. Bah, justement, un essai clinique, alors peut-être alors c'était un peu plus avancé dans la discussion, mais on peut peut-être en dire un mot maintenant. Il serait, on y reviendra tout à l'heure, mais une échéance de perspective, vous avez un modèle animal, vous avez un, ou, Ouais, alors on a un des choix qu'on avait fait très tôt dans la recherche, c'était de consacrer plus d'argent à un modèle animal. Donc on voulait on voulait tester la biocompatibilité de notre matrice trachéale décellularisée in vivo. C'est important et puis de toute façon ça va être demandé à un moment par l'Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de c'est ça. santé. Et donc il fallait qu'on ait un modèle animal. Et donc une des réflexions qu'on avait, c'était soit on prenait un modèle animal de souris, de rat, qui était facile parce que c'était pas très cher. Mais on avait plusieurs problèmes avec ça, c'est que bah, évidemment la trachée de la souris ou la trachée du rat c'est extrêmement petit et donc ça représente pas vraiment le diamètre de la trachée qu'on va obtenir, enfin qu'on va avoir à traiter en clinique après. Ça c'est le premier problème, c'est-à-dire qu'on allait se retrouver avec des propriétés biomécaniques qui n'étaient pas vraiment similaires à celles de la trachée humaine, adulte ou enfant. Hein. De toute façon là la différence d'échelle elle est tellement importante que voilà. Le deuxième problème qu'on avait, c'était que de façon immunologique, l'immunologie de la souris ou du rat, c'était pas du tout comparable à l'immunologie du cochon. Et donc on a fait un pari au démarrage de la recherche quand on l'a menée, c'est qu'on a dit, bah, en fait, on va lever des fonds, beaucoup, et on va commencer d'emblée dans un modèle immunologique qui sera compatible, euh, qui va nous autoriser à faire des comparaisons plus simples avec le modèle humain, et évidemment c'est le cochon, parce que nous avons en commun 97% de notre génome avec le cochon, et que le cochon est un modèle immunologique qui nous permet de faire des comparaisons assez simples avec le modèle humain. Voilà, donc ça c'était un pari initial de la recherche en disant bah, ça va nous coûter plus cher, mais au moins les conclusions qu'on fera, elles vont pouvoir être translatées plus simple dans il y a un mot-clé là, dans un process de recherche translationnelle, on pourra aller plus vite en recherche clinique si notre modèle animal il est bien choisi au démarrage. Voilà, donc Oui, notre c'est bon. modèle immunologique de compatibilité in vivo, c'est le cochon, et pour l'instant on reste chez le cochon. Pour encore, alors ta question c'était dans combien de temps? Alors Oui, ou je vais sinon, éventuellement, on y reviendra après un petit peu, mais effectivement, le modèle animal, on comprend bien. C'est d'autant que les xénogreffes cochons humains sont déjà enfin, pratiqués, en tout cas envisagés. Et ça, c'est déjà des choses qui sont, pour d'autres organes, qui sont envisagées, en tout cas. Alors, pas pour nous. On pourrait envisager de faire de la xénogreffe de trachée. Notre problème, il est vraiment. Alors, évidemment, je pense que c'est l'avenir. Je pense qu'on va y venir, mais on a un problème basique d'argent, en fait. C'est que, d'abord, aujourd'hui en France, on n'a pas de, de pool de cochons humanisés. Tous les cochons humanisés, pour l'instant, ils sont aux États-Unis avec un prix qui est un peu différent du prix d'un cochon classique d'expérimentation animale, parce que ça C'est-à-dire, doit être, ouais. je sais pas, ça doit être euh, fois 200. Oui, Ah, c'est ça, je ouais. pense c'est cet ordre de grandeur. On passe du, ouais, ça, un cochon. Mais non, je connais pas vraiment, je suis pas précis sur les prix, mais tout ce que je sais, c'est que que un cochon humanisé, c'est pour l'instant, c'est 5 ans de budget de recherche pour nous. Ok. Pour un seul cochon. C'est à peu près ça l'ordre de grandeur. Et donc, bah, clairement, on peut pas. Pour l'instant, on n'a pas les moyens. Et en fait, pour aboutir à une recherche sur le cochon humanisé, c'est pas juste nous, c'est pas juste notre labo, c'est une structure, c'est l'INSERM qui s'engage, c'est l'AP qui s'engage, mais c'est des structures étatiques qui s'engagent dans la recherche sur le cochon humanisé. C'est pas juste nous. C'est pas Bien sûr. raisonnable en fait. Il faut des millions d'euros et il faut plusieurs, et en fait, pour être tout à fait honnête, c'est plusieurs dizaines de millions. Et donc là, à l'échelle à l'échelle de notre, alors j'aimerais beaucoup que ce soit à l'échelle de notre équipe. Malheureusement, non. En tout cas, pas encore. Et que clairement, c'est à l'échelle de l'institution. On Donc, reviendra après sur justement les levées de fonds, les mécanismes, enfin, après qui sont
pas spécifiques à ce problème-là, hein, mais qui sont importants en tout cas pour des pathologies rares comme celle-là. Et euh, Hervé, tu travailles aussi sur un modèle animal, je crois. Oui, alors moi, je ne travaille pas chez le cochon. Mhm. Évidemment, je suis assez d'accord que, voilà, moi, je travaille sur la souris. Je suis assez d'accord que c'est quand même un modèle qui est assez éloigné de l'homme. Mais bon, pour l'instant, quand on veut faire des modèles génétiques, on n'a pas tellement le choix. Et bon, la souris, c'est quand même le modèle de choix. On peut aller vers le zébrafiche ou autre, mais pour nous, c'est la souris. Et en fait, on a la chance que, j'ai oublié de le dire tout à l'heure peut-être, mais ce syndrome de Quetel est en fait dû à des mutations d'une protéine, enfin d'un gène, qui code pour une protéine qu'on appelle la matrice GLA protéine, protéine matricielle GLA, qui est une protéine de la famille des vitamines K, des protéines dépendantes de la vitamine K. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle a des résidus donc glutamate, qui sont en fait gamma-carboxylés par une enzyme qui nécessite comme cofacteur la vitamine K. Voilà. Et donc ces résidus sont très importants dans sa fonction, qui est de inhiber la calcification dans des tissus où la calcification ne doit pas apparaître dans les conditions physiologiques, c'est-à-dire tous les tissus sauf les dents et l'os, si on simplifie. Et, donc, en fait, on a la chance qu'une souris a été générée, une souris mutante pour ce gène MGP, a été générée il y a un peu plus de 25 ans maintenant par l'équipe de Gérard Carsanti, alors qu'il était encore à Houston aux États-Unis. Et on a cette souris qui est disponible au laboratoire. Et donc, on étudie ce syndrome de Quetel qui est dû à des mutations différentes. Il y en a 8 qui existent actuellement, qui ont été décrites actuellement sur les 45 patients connus. Et nous, on étudie un modèle de souris qui est muté complètement. Donc, là aussi, il y a une petite différence avec ce qui se passe chez l'homme, où donc cette souris est complètement déficiente dans la production de cette protéine. Voilà, donc c'est pour ça que nous, on étudie euh, ce syndrome avec le modèle souris et non pas un autre modèle comme par exemple le cochon. Ouais, la proximité modèle murin, modèle humain, enfin, pathologie humaine, elle est toujours à la fois intéressante et des fois un petit peu discutable, puisque c'est presque ça, mais c'est le presque qui peut poser problème. Est-ce que les souris ont une symptomatologie comparable à celle des humains? Ou est-ce que les différentes, enfin, Alors, si différentes? on se réfère à tous les signaux cliniques que je vous ai décrits tout à l'heure chez l'homme, qui sont les malformations crânio-faciales, oui, la souris a des malformations crânio-faciales qui ressemblent, enfin, qui sont très similaires à ce qui se passe chez l'homme. En ce qui concerne les calcifications vasculaires, ces souris développent également des calcifications vasculaires, à la différence que ces souris développent des calcifications vasculaires massives, contrairement à chez l'homme, où ces calcifications sont assez modérées et restreintes, et d'ailleurs pas chez tous les patients. Et donc ces souris, du fait de cette calcification massive, notamment du tronc aortique, vont en fait décéder assez rapidement après la naissance, à peu près au bout de 6 à 8 semaines de vie, du fait d'une rupture de l'aorte et d'une hémorragie interne. Donc ça, c'est la différence du modèle. Encore une fois, ces calcifications se retrouvent chez l'homme, mais de façon plus modérée. Donc c'est la limite du modèle. Par contre, en ce qui concerne la trachée, eh bien, on a retrouvé effectivement une calcification des anneaux cartilagineux de façon plus précoce que chez la souris sauvage. Même si c'était la première surprise de notre travail, que quand on a étudié la calcification lors du vieillissement chez la souris pour essayer d'étudier, encore une fois dans un modèle murin, ce qui se passe chez l'homme, et que je vous ai dit, euh, la progression, enfin l'apparition des calcifications chez l'homme apparaissait chez l'homme âgé, donc au-delà de 40 à 50 ans, eh bien nous, on a trouvé chez ce modèle de souris, d'où sa limite un peu, c'est que ces calcifications apparaissaient au bout de 1 mois de vie, donc assez précocement par rapport à ce qui se passe chez l'homme. Cependant, la mutation de MGP, donc les souris qui sont déficientes en MGP, entraînait une accélération de cette calcification physiologique. Donc on est à un modèle qui est assez proche finalement en ce qui concerne la calcification de la trachée. Alors là, j'ai une question vraiment de néophyte complètement. Mais comment est-ce qu'on entretient une lignée de souris qui meurt aussi jeune? Alors, sauf si elles sont
sauf si elles sont Alors, c'est à la hétérozygotes. fois Mais un avantage, c'est à la fois un désavantage et un avantage de ces souris, puisqu'elles meurent jeunes et qu'elles ne peuvent pas se reproduire à l'état ouais. homozygote, c'est-à-dire muter sur les deux allèles pour ce gène, pour n'importe quel gène d'ailleurs. En fait, donc on croise des mutants hétérozygotes. Ok, C'est-à-dire, on d'accord. croise des souris qui sont plus moins, donc qui ont un allèle muté et un allèle sauvage. Et donc, dans une même porte, donc les parents sont donc hétérozygotes, et donc on obtient statistiquement un quart de souris plus plus, donc sauvage, un quart de souris moins moins, donc muté, et un quart de souris plus moins hétérozygote qu'on réutilise pour croiser, enfin réaliser à nouveau des nouvelles souris. Donc là c'est un peu plus long que si on avait des mutants moins moins et par rapport à des sauvages et qu'on pouvait les croiser. Par contre, l'avantage, c'est que, notamment dans notre cas où ce phénotype en fait de calcification, qu'il soit dans la trachée ou dans les autres organes, se passe rapidement après la naissance. L'avantage, c'est qu'on a dans une même portée des souris plus plus et des souris moins moins, donc mutées, exactement au même âge. Donc on peut vraiment comparer Hmm. j'allais dire des frères et sœurs exactement au même âge qui sont sauvages ou mutés. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Donc ça a des avantages et des inconvénients. Le Euh, le cas témoin c'est facile avec la fratrie, bien sûr. Ok, très bien, merci beaucoup. Lucine, j'ai une petite question supplémentaire. Le brevet que vous avez déposé récemment, Oui. juste en quoi, enfin, pour pas s'entrer dans les détails, mais est-ce que ça veut dire que vous êtes les seuls utilisateurs de la technique ou qu'elle est protégée ou que d'autres peuvent y avoir accès, mais dans ce cas-là doivent déclarer qu'elle est à vous? Je sais pas, qu'est-ce que ça implique comme, parce que j'imagine qu'il n'y a pas énormément d'équipes qui travaillent sur la même thématique. Alors, on n'est pas les seuls à travailler sur la thématique. Donc, le brevet qu'on a déposé avec la PHP, c'est un brevet qui protège le protocole et le produit final. Et donc, la procédé en fait qu'on a développé, c'est beaucoup plus simple à mettre en place et surtout, ça respecte les contraintes réglementaires, contrairement à tous les autres protocoles de recherche qui ont été décrits dans la littérature. Et donc, c'est en ça que c'est innovant. Euh, la demande a été déposée, c'est en cours d'évaluation et ça prend un peu de temps. Donc, une fois que c'est publié, un brevet, c'est public. Mais ça veut dire que effectivement, ça nous protège en tant qu'inventeur et les autres, ils ne peuvent pas refaire la même chose sans demander une licence à l'organisme qui a déposé le brevet. Donc, dans notre cas, c'est la PHP, l'INSERM, enfin, tous les organismes, les employeurs, en fait. Et c'est important parce que si derrière, il y a un projet de valorisation de ce projet, ça nous permet d'aller vers d'autres organismes qui vont financer en tout cas finalement le projet beaucoup plus facilement que si on n'avait pas de brevet. Ok. Donc oui, c'est vraiment une protection de l'invention. Ok, oui, oui, c'est fondamental. Et juste par curiosité, combien d'équipes dans le monde travaillent à peu près, hein, travaillent sur cette thématique vraiment comparable? À peu Alors, je près, hein. peux pas vous donner un nombre exact, hein. Peut-être que tu as une idée, mais Oui, tu avais levé la main en Euh, plus. Désolé, je viens de le voir à non, mais l'instant. Pardon. Ouais. je pense qu'il y a 4 labos. Il y a le labo londonien, il y a le labo de Columbus dans l'Ohio, il y a un labo en Amérique du Sud et il y a plus de labo en Italie. Voilà. Mais je pense du coup, on n'est pas très nombreux, quoi, globalement. Ouais. Et Et, oui. oui, pardon, termine. Et ben, du coup, je sais plus. J'avais un D'accord, truc à dire, pas grave. pardon. Et donc, juste, il y avait une question comparable à poser à Hervé. Il y a d'autres labos qui travaillent sur la même thématique comparable. C'est pour se donner une idée de, justement, bah, voilà, du caractère niche et aussi de votre niveau de spécialisation, enfin, d'hyper spécialisation. Voilà, s'il y a quatre labos, trois ou quatre qui travaillent dans le monde sur la même thématique, c'est que voilà, c'est extrêmement pointu. Alors, les laboratoires qui ont ces souris mutées, à ma connaissance, il n'y en a que 4 ou 5 dans le monde. Après, il y a pas mal de gens, et la plupart, enfin pas la plupart, tous se focalisent sur les calcifications vasculaires, essentiellement, et crânio-faciales. Et nous sommes le seul laboratoire à s'intéresser à ce qui se passe au niveau de la trachée, au niveau mondial. Enfin, en tout cas, à ce que je sache, à moins que d'autres personnes travaillent actuellement enfin, je ne connais pas leurs travaux.
Après, sur la protéine MGP et son rôle dans la calcification ectopique, encore une fois, notamment vasculaire, il y a des tonnes et des tonnes de laboratoires qui travaillent dessus. Mais sur le modèle animal, je pense qu'on est 4 ou 5 maximum. Et encore une fois, on est les seuls à avoir travaillé sur cette calcification de la trachée. Ouais, il y a plus. Ouais, ok. Et après, bah, je vous fais, enfin, chacun à votre tour. Bah, Hervé, je te laisse la parole aussi pour l'instant. Quels sont à court ou moyen terme vos objectifs de recherche à chacun et quelles sont les principales difficultés que vous pourriez avoir voilà. Hervé, je te laisse la parole après pour reprendre, pour Alors, regrouper le labo de Saint-Louis. d'accord, donc nos résultats, dont j'en ai déjà parlé un tout petit peu, la première surprise, c'était cette calcification, j'allais dire physiologique, lors du vieillissement. Euh, qu'on a trouvé chez la souris sauvage, qui était un petit peu différente de ce qui se passait chez l'homme. Mais surtout, on a trouvé récemment euh, quelque chose qui est beaucoup plus pour nous intéressant, c'est qu'en fait, et ce qui n'avait jamais été montré même chez l'homme, c'est qu'en fait, chez ces souris qui sont mutées pour la MGP, euh, enfin, il y a une calcification qui est également présente dans la muqueuse, euh, en gros dans la lamina propria, qui est donc sous l'épithélium pseudostratifié dont a parlé Briac en introduction, et qui est donc responsable des fonctions notamment comment dire, de protection de l'organisme, enfin une première barrière aux infections. Et, euh, et donc, c'est ça qui nous intéresse actuellement parce qu'on pense, contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure pour les patients que tels, où on pensait que le cartilage, la calcification du cartilage et cette sténose euh, pouvaient être responsables des complications respiratoires chez ces patients. Nous, avec les résultats qu'on vient d'obtenir sur cette calcification de la muqueuse qui n'avait jamais été observée dans aucun modèle et dans aucune condition, on pense que c'est quelque chose qui est très important et qui pourrait être la cause des complications respiratoires qu'on retrouve chez les patients que tels. Et donc, nos perspectives actuellement, et on a déjà commencé, c'est de montrer que cette calcification donc, de la muqueuse est responsable ou a un impact plus ou moins grand sur les capacités respiratoires de nos souris. Donc, on a par exemple montré que chez ces souris mutées, on avait une baisse de la clairance mucociliaire. On a également montré qu'il y avait des expressions de mucine qui étaient affectées. Donc, on est sur ce travail actuellement avec un étudiant en thèse qui fait suite aux études qu'avait réalisées une étudiante en postdoc, Elodie Battista, pour essayer de comprendre quel est l'impact ou quelles sont les conséquences induites par cette calcification anormale et jamais observée de la muqueuse sur les fonctions épithéliales de la trachée. Voilà, donc c'est actuellement le projet de thèse d'un étudiant d'un étudiant en thèse et également le projet d'une ANR qui a été déposée en septembre dernier. Ok. Merci. Je sais pas, je crois qu'il y avait une deuxième partie à la question, mais peut-être que je pourrais y répondre Et par la les suite. principales difficultés, autrement, on pourrait y revenir juste après. Enfin, on y reviendra juste après. J'ai une même question, c'est pour Loucinet, sinon avec deux versants en fait. Le premier, c'est les objectifs voilà, à court moyen terme. Et il y a aussi quelque chose qui m'avait beaucoup plu, qu'on avait évoqué lors de la réunion préparatoire à cette rencontre, c'était la lévitation acoustique. Et ça sonne tellement bien que je crois qu'on ne peut pas faire l'impasse dessus. Il faut en parler un petit peu. Alors, les objectifs à court et à moyen terme, enfin, voire à moyen long terme, c'est vraiment de développer. Donc là, tout ce qu'on a fait, ça a été chez le cochon. Donc, on a pris les trachées de cochon et on a décellularisé des trachées de cochon, on a réimplanté chez le cochon. Pour passer en clinique, comme a dit Briac, pour l'instant, on ne peut pas faire de xénogreffe et donc il y a d'autres contraintes réglementaires, même si on décellularise. Donc on va revenir dessus après, mais je pense là, on est dans la réglementation thérapie tissulaire. Et donc pour ça, on va. L'objectif, c'est de valider déjà ce qu'on a développé chez le cochon pour voir est-ce que ça fonctionne. Et ensuite, pour passer en clinique, on a envisagé de décellulariser des trachées humaines, donc à partir des donneurs décédés dans le cas des prélèvements PMO à visée recherche.
Et nous travaillons beaucoup en collaboration étroite avec la Banque des tissus humains de la PHP. On a de la chance de partager le bâtiment avec eux, donc ça fait des années qu'on travaille avec eux. Et donc, nous, on va transposer le protocole développé chez le cochon sur des trachées humaines. Et ensuite, on va faire un transfert de technologie pour préparer vraiment l'essai clinique. Donc ça, c'est vraiment la partie technique. Et à côté, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de dossiers à faire. Donc, il y a des dossiers de demande de financement, demande d'autorisation. Donc, encore une fois, tout ce qu'on fait, c'est pas un beau matin, on se réveille et on dit, tiens, si je faisais ça, c'est vraiment tout est cadré. Commençant de l'expérimentation animale, on a dû suivre des formations très importantes avec Briac. Pour les prélèvements, tout, en fait, tout est cadré et l'essai clinique encore plus. Donc, on fait des demandes d'autorisation et surtout, ça coûte très, très cher. Et donc, on fait beaucoup de dossiers de demande au financement également. Voilà. Donc, parmi tout ça, bien évidemment, il y a des étudiants. On forme des étudiants. Ça fait partie de notre travail aussi. Euh, les objectifs, c'est vraiment d'arriver en clinique et de comprendre les mécanistiques cellulaires, moléculaires, de biointégration, de qu'est-ce qu'on fait, est-ce que ça fonctionne, pourquoi ça fonctionne, et quand ça marche pas, bah, pourquoi ça marche pas, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Et ensuite, tu as parlé de lévitation acoustique. C'est comme si vous voyez qu'elle levait 2 fois la main, Voilà. mais j'aimerais entendre un petit peu de lévitation acoustique quand même avant. Oui, tout à fait. Donc, la lévitation acoustique, c'est un autre projet qu'on avait au laboratoire en collaboration avec une équipe de physiciens, acousticiens. Et donc, on a développé une espèce de bioréacteur qui permet de cultiver des cellules en lévitation acoustique en utilisant des ultrasons. Donc, les cellules sont vraiment en lévitation grâce aux ultrasons parce qu'il y a ce qu'on appelle des nœuds de pression. Donc, là où il y a pas de force, donc les cellules sont vraiment piégées. Et ça permet, nos résultats ont montré qu'on peut cultiver des cellules vraiment en 3D grâce à la lévitation acoustique et la culture en 3D. Parce qu'en général, quand on veut amplifier des cellules, la technique classique, c'est de mettre sur du plastique. Et donc, les cellules vont adhérer et proliférer en 2D, mais on va beaucoup changer leurs caractéristiques par rapport à l'in vivo. Et donc, la culture en 3D, et notamment la culture de certains types cellulaires qu'on a testés pour l'instant en lévitation acoustique, ça apporte vraiment une amélioration fonctionnelle. Donc, Ok. voilà. Ok. Non, mais ok, parce qu'effectivement, voilà, on a à peine le temps de survoler les sujets de chacun, mais tout à l'heure, vous avez parlé de tous les deux de décellularisation trachéale. Il y a un moment, il faut la recellulariser, non? Je pense aussi. Enfin, on peut imaginer, pas imaginer de la transplanter à l'identique, en tout cas. Et Briac avait la main plusieurs fois, oui. Bah, déjà, je peux répondre à la dernière question. Oui, à un moment, il va falloir qu'on la recellularise avec de l'épithélium, et pour l'instant, on ne sait pas encore comment on va faire, pour être assez précis. Et non, juste, il y a un truc qui était important, parce qu'on a parlé d'applications cliniques, on a parlé de recherche translationnelle, on a parlé d'essais cliniques, etc. Et ça, c'est un truc qui est hyper important. Et donc, moi, j'ai la chance d'être arrivé dans le labo qui avait déjà une expérience de recherche transactionnelle et d'avoir croisé le chemin de Lucina Rakelian, qui a toujours eu cette idée-là en tête. C'est-à-dire de dire, si à un moment on veut arriver en clinique, il faut que dès le départ, et ça a été vraiment important, et c'est vraiment ce qui a motivé la totalité de nos recherches depuis le démarrage, dès le départ, il faudra qu'on fasse des protocoles qui vont être revus par l'Agence nationale de sécurité du médicament. Et en fait, dès le départ, on avait cette idée qu'à un moment, on allait passer en clinique. Et ça, c'est hyper important dans la recherche qu'on a menée depuis le démarrage. Et je pense que c'est suffisamment important pour que je le redise là. Et qu'en fait, ça a vraiment changé notre vision, en tout cas. Désolé, mon écran s'est figé 10 secondes, j'ai loupé la première partie de ta réponse, mais c'est voilà. Si tout le monde l'a eu, c'est pas grave, je te la redemanderai tout à l'heure. Je suis confus. Euh, chacun, qu'est-ce qui vous semble maintenant, quel est votre principal besoin pour faire avancer vos travaux? Alors, les plateformes d'échange, voilà, on est là pour en parler justement. Est-ce que c'est de l'argent, des idées, des contacts, des gens, tout ça? Qui veut se lancer? Ouais. C'est un Ouais, peu tout ça. C'est-à-dire que ouais. euh, l'élément qui permet d'avoir des idées nouvelles, de collaborer, de pouvoir discuter, de pouvoir échanger des idées, d'avoir
Finalement, c'est assez simple, c'est l'argent, parce que Ouais. c'est ça qui va permettre de se déplacer, c'est ça qui va permettre de monter des collaborations, c'est ça qui va permettre de financer des plateformes technologiques, c'est ça qui permet c'est ça qui permet de financer juste la vie dans un laboratoire de recherche, quoi. Et donc, le plus important pour nous, euh, d'un point de vue logistique, c'est évidemment les financements, et d'un point de vue intellectuel, c'est de discuter les uns avec les autres. Et donc, de façon amusante, nous avons fait une réunion de préparation pour ce webinaire il y a quelque temps, et depuis, on a monté une collaboration avec Hervé, parce que nos recherches sont bien et qu'on était ravis, et que du coup, le projet de webinaire a déjà fonctionné pour nous. C'est-à-dire qu'on est hyper content, et que, merci, et que beaucoup, et que du coup, on est, voilà, et que c'est aussi des plateformes d'échange comme celle-là qui nous permettent d'avancer, de réfléchir, de confronter des idées avec des visions qui peuvent être un peu différentes, et c'est extrêmement riche. Et donc, c'est les congrès, c'est les plateformes, c'est les discussions informelles autour d'un café à plusieurs. Voilà, c'est des choses comme ça. Mais ce qui nous manque le plus, évidemment, c'est l'argent. Et ce qui est le plus compliqué à faire, c'est le dossier de financement. Au nom de la filière que j'ai l'honneur de représenter aujourd'hui, merci de cette réponse qui ne pourrait pas nous faire plus plaisir, effectivement, hein, c'est l'objectif. Oui, l'argent et les dossiers, le ciné, c'est ce que tu évoquais il y a quelques instants aussi, hein, c'est que vraiment, Oui, c'est très très long, hein. c'est très long, ça coûte très cher. Ouais. Et donc, bien évidemment, il faut chercher de l'argent. Donc ça, c'est vraiment une partie très importante. Mais l'autre partie qui est vraiment, on ne peut pas s'en passer, c'est de se poser les bonnes questions dès le départ. Mhm. Et vraiment savoir où on veut aller, pourquoi. Après, voilà, enfin, c'est pas parce qu'on veut aller quelque part qu'on y arrive toujours, hein, mais c'est déjà avoir les idées claires, poser vraiment les bonnes questions scientifiques, avoir une bonne veille scientifique, voir qu'est-ce qui a été fait dans le monde et être au courant de ce qui se passe autour de nous. Comme a dit Briac, ne pas nous enfermer sur nous-mêmes parce qu'on ne peut pas tout faire. Et donc, dans le cadre de notre projet, on a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de collaborations et collaboration interdisciplinaire. Donc, on travaille avec des pharmaciens, on travaille avec des ingénieurs, on travaille avec des personnes spécialisées dans la matrice extracellulaire, vraiment tout type de personnes. Et c'est très important d'avoir une belle équipe aussi et une bonne entente dans l'équipe parce que finalement, c'est ça qui fait avancer le projet, arriver au labo tous les jours avec des personnes motivées qui ont envie de faire et c'est important. Merci. C'est- Merci beaucoup. Hervé, des remarques comparables, différentes, Non, complémentaires? c'est assez comparable. Juste Ouais. peut-être quelques commentaires supplémentaires. Enfin, effectivement, le nerf de la guerre, c'est l'argent, hein. On va pas se le cacher. Bon, moi, j'avoue que j'ai eu de la chance sur ce projet. J'ai réussi à obtenir pendant 4 ans un financement de European Joint Programme on Rare Disease, donc du programme H2020, en collaboration avec 3 équipes en Allemagne, au Portugal et un collaborateur au Québec. Et puis j'ai récemment eu, là encore, qui va dans ce projet traché et calcification, parce qu'on ne comprend pas bien les mécanismes moléculaires sous-jacents. J'ai obtenu un financement de la Fondation Maladies Rares pour faire du omics sur ces trachées calcifiantes dans les différents tissus. Donc, mais c'est vrai que sans ça, on peut pas avancer. Et parmi ces financements, il n'y a pas que le financement pour le fonctionnement ou l'investissement, c'est surtout les fonctionnements de personnel, puisque évidemment, on a besoin à la fois de techniciens, d'ingénieurs, ou alors de post-doc, comme moi j'ai eu la chance d'avoir, pour faire avancer ces projets. Donc ça, c'est la première chose sur le financement. Ensuite, évidemment, il faut des idées ou alors un peu de chance, ou les deux. Donc moi, je ne suis pas parti d'une bonne idée, je suis parti du fait que personne n'avait jamais regardé ce qui se passait là, alors que ça avait Mais été c'est une bonne décrit. idée. Et C'est une bonne puis idée. voilà, donc l'idée, D'ailleurs, bravo. l'idée, ça a été de regarder là où les autres n'ont pas regardé, C'est une bonne où idée. les autres trouvaient que c'était pas intéressant. Alors ça m'apporte des satisfactions, puisqu'on a trouvé quelque chose qui était nouveau, original et jamais observé. Par contre, ça pose aussi des soucis, puisque moi, je ne suis pas un spécialiste, comme vous avez bien pu le comprendre, de cet organe particulier qu'est la trachée, ou des voies respiratoires en général. Et donc, ça m'amène évidemment à essayer de développer des collaborations. Ça, c'est essentiel. Des collaborations avec des chercheurs, mais aussi des collaborations avec des cliniciens. Et c'est pas toujours évident, notamment quand on n'est pas dans le domaine.
parce que moi, je travaillais sur le cartilage, donc j'avais des liens avec des cliniciens, des rhumatos, des orthopédistes, etc., qui s'intéressent à cette thématique. Mais là, c'est vrai que j'étais un peu bloqué parce que je ne connais pas de pneumologue ORL. Et donc, c'est pour ça que via la filière, de pouvoir rencontrer des gens, notamment comme Briac en termes de clinique, c'est des choses qui sont essentielles pour nous, chercheurs, parce qu'on n'a pas cette connaissance de la clinique. Et puis, on a besoin aussi, bon, dans notre cas, ça va être compliqué, mais de patients. Même si, encore une fois, les filières, alors c'est pas la filière tête cou, mais grâce à une autre filière, la filière Oscar, j'ai réussi à avoir un accès à la banque de données maladies rares qui nous a permis d'identifier quelques patients euh, qui sont en France et que j'espère on pourra avoir accès grâce au centre de référence. Voilà, donc tout ça, c'est essentiel. Le financement, le personnel, les idées, et puis comment dire, les collaborations avec les cliniciens ou d'autres chercheurs qui seront spécialisés dans le domaine. Merci. Le temps tourne. J'ai encore Briac, t'envoies une petite remarque, je crois. J'ai une petite question à poser J'ai après également, et après, bah, je vous demanderai de conclure avec un oui. Nous j'ai une t'écoutons. remarque en 1 minute parce que je sais que le Oui, temps passe et que le temps est compté. Un point qui est important et dont on a besoin d'intégrité scientifique. La nôtre, on est honnête sur nos résultats, on a besoin que les autres soient honnêtes sur leurs résultats. Je voulais c'était ma juste question. toucher un mot de Macchiarini parce que c'est celui qui a envenimé la recherche, mais en fait, je vais vous parler d'autre chose. Le dernier article qu'on a publié avec Louciné, au bout de 2 mois, on l'a retrouvé piraté complètement, photocopié, juste les mots avaient été changés, les schémas étaient les mêmes, par une autre équipe de recherche qui l'a soumis. Et ça, c'est pas acceptable. Alors, c'est pas une équipe française, hein, c'est pas, et en fait, on a besoin que le milieu de la science soit sain, qu'il soit intègre et qu'il soit honnête. C'est un vœu pieux, mais voilà, j'en fais le vœu parce que c'est important et parce qu'on ne peut pas bâtir une recherche scientifique sur des trucs qui sont faux ou sur des trucs qui ont été plagiés de façon indécente, en fait. Voilà, et ça, c'est très très important. Et en tant que chercheur, nous, en tout cas, on s'engage à être honnête et à faire attention à ça et à pas truquer les résultats parce qu'on veut des résultats. Bah, tu as anticipé ma question qui était est-ce que justement ces recherches falsifiées, et spécifiquement sur la trachée, avaient une influence sur bah, vos propres travaux? La réponse est Ouais, la réponse est oui. Et oui. effectivement, il y a un chercheur qui est hyper connu, puisque maintenant il a sa série Netflix, à tel point il a fraudé, à tel point il a menti, à tel point il a eu des problèmes cliniques très importants. Oui, ça a piégé la recherche, puisque potentiellement tous les articles qu'il a publiés n'étaient pas des articles scientifiques, c'était juste des articles pour obtenir un résultat, et il a probablement truqué la totalité des résultats pour pouvoir publier ses conclusions. Et donc tous ces articles-là qui ont fondé la recherche sur le remplacement trachéal, et qui sont probablement faux. Il y en a une partie qui ont été rétractés, mais pas tous. Ceux qui n'ont pas été rétractés sont opposables à nos recherches à nous, puisqu'ils sont encore, en Bien sûr. théorie, scientifiquement valides. Et donc c'est un gros gros piège, et notamment c'est des pièges pour nous dans la recherche de financement, puisqu'on va nous opposer, et en tout cas ça l'a été pour notre demande de brevet, puisqu'on a opposé des articles de Macchiarini qui ne trouvaient pas la même chose que nous. Et quand on dépiote les articles de Macchiarini, on se rend compte qu'il a objectivement menti, mais on ne peut pas le dire parce que c'est un article qui a été publié et qui est Et encore validé. qui n'est pas rétracté. Ouais. Voilà. On arrive au terme de cette rencontre. En 30 secondes, un petit mot de conclusion ou un souhait, chacun, peut-être Hervé à nouveau. Peut-être. Ben moi, bah, pour résumer la trachée, donc je suis pour l'instant un amateur, j'allais dire, mais j'espère devenir de plus en plus comment dire, un spécialiste, parce que c'est quand même un organe auquel j'avais pas pensé au départ m'intéresser et qui finalement s'avère être passionnant, et notamment d'après les résultats que nous avons obtenus récemment. Et après, moi, je veux juste mettre en avant effectivement l'importance des filières en général et de la filière tête cou en particulier, parce que comme l'a dit Briac, je pense que c'est notamment, mais pas que, à travers ces filières et les discussions qu'on peut avoir avec les partenaires, les membres de ces filières, qu'on peut faire avancer des projets qui sinon ne seraient pas aussi intéressants. Et voilà, donc je pense qu'il faut vraiment mettre en avant ce qu'on fait aujourd'hui, par exemple, mais aussi tout le travail qui est réalisé par les filières. Et puis moi, je suis ravi d'en faire partie et je vous remercie encore de m'avoir invité à cet événement. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Le ciné, un petit mot aussi. Alors, enfin, je vais vous remercier
et à vous et aux participants de l'intérêt que vous portez à notre projet. Pareil, je remercie vraiment notre équipe, donc Briac, Jérôme Larguero, l'équipe, l'APHP, l'INSERM, l'université, tout le monde qui participe en fait finalement à nos recherches, qui s'intéressent, les organisations qui nous financent et, et donc bien évidemment les patients. Enfin, moi, je suis chercheuse, je suis de l'autre côté, mais c'est important de travailler pour les patients et pour leurs familles et les associations qui nous suivent vraiment de près. Merci et je suis vraiment ravie et heureuse de travailler sur le sujet. Merci. Briac. Je dirais pas mieux que Louciné. Effectivement, le choix du sujet, c'est des histoires cliniques qui nous ont marqués et qui ont déterminé le fait qu'on se mette à travailler dessus parce que c'était des situations difficiles. Et donc, on a toujours travaillé en pensant aux patients et en pensant que même si la recherche était longue et même si on savait qu'il y allait y avoir des embûches, on était on allait faire preuve de patience et faire preuve de ténacité et qu'on espère pouvoir proposer une solution, on espère pouvoir passer en clinique, on espère pouvoir proposer un traitement. Et c'est ça qui nous motive aujourd'hui. Et effectivement, je remercie bah, euh, vous, organisateurs, la filière, et puis effectivement tous ceux qui nous permettent de mener cette recherche à bien. Merci beaucoup. Merci encore. Eh bien, on arrive au terme de la rencontre. Merci encore à tous les trois. Je vous demanderai de rester en ligne quelques instants. Donc, avec Eve, Lucinée Rakelian et avec Thierry, merci encore d'avoir accepté de parler aujourd'hui. Si, merci à vous de nous avoir suivis en direct ou en différé. Si vous avez des questions pour nos trois chercheurs, n'hésitez pas à les transmettre par la filière, alors soit directement si vous les connaissez ou par la filière. On met en contact, on transmet les questions. Merci à l'équipe de la filière justement d'avoir organisé cette rencontre, hein, notamment Claire Chefjas qui a fait un gros gros travail. Et merci à notre référente recherche, alors qui n'était pas présente aujourd'hui, mais Ariane Berdal, hein, qui a voilà, lancé aussi qui travaille beaucoup à ces manifestations. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée.